Et Philippe. This meeting is being recorded. Voilà. Mhm. Philippe, je te laisse la main. Oui, alors, tu n'as pas d'annonce particulière à faire à propos de la FQP pour encore attendre Oui, alors, une donc, 2 minutes merci d'avoir rejoint effectivement ces petits déj de l'AFQP, donc l'Association France Qualité Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, comme vous le savez, tous les premiers mardis de chaque mois, on fait une visio de 9h à 10h avec des thèmes qui vont tourner sur les 3 piliers de la RSE. Donc, aujourd'hui, c'est plutôt le pilier économique, mais on a des thèmes sur le social, le sociétal ou l'environnemental. Donc, vous savez que c'est, en plus de ces petits déjeuners, des clubs, avec le dernier né, notre club Énergie. Et demain, on fait un mini-forum pour les adhérents qui ont rejoint ce club, puisque c'est une vingtaine d'adhérents à ce club. Donc, je vous engage, pour ceux qui ne sont pas encore adhérents, à me contacter, puisque nous avons également un club audit interne croisé pour les entreprises qui sont certifiées et qui souhaitent faire avancer leur programme d'audit interne. Donc, voilà, c'est plein d'événements en tout, c'est plus de 35 événements à l'année. Donc, et puis, c'est surtout un collectif où on va trouver des compétences. Donc, voilà, c'est une belle communauté que je vous engage à rejoindre. Philippe, voilà, donc Oui. adhérer. Pour tous Oui. ceux qui ne sont pas encore adhérents, adhérez. Et pour tous ceux qui sont déjà adhérents, amenez-nous de nouveaux adhérents. Nous sommes tous des militants de la qualité. L'adhésion à la FQP Aura ne coûte pas cher et vous apporte plein d'informations. On est relié aussi au réseau national France Qualité Performance. Donc, amenez-nous de nouveaux adhérents. merci Henri. Ok, merci. Merci bien. Est-ce que vous voyez l'écran que j'ai partagé avec la première page de mon support? Ok. Donc, je ne vous regarderai pas, mais je regarderai sans doute l'autre écran qui est à côté. Et en même temps, j'ai un œil sur vous tous. Je vois les petites cases et puis on va démarrer. Voilà, donc le thème sur la théorie organisationnelle de Berne. Je suis heureux de vous retrouver. Un peu déçu qu'il n'y ait pas toute la liste que j'avais prévue. Voilà, on attend peut-être d'autres qui vont arriver en retard. Juste pour, voilà, peut-être un tour de table, ça serait un peu long. Juste, vous utilisez les petits icônes de Zoom pour lever la main. Qui n'est pas adhérent dans ceux qui sont là? Qui n'est pas adhérent? Tout le monde l'est apparemment. Moi, c'est bien. J'allais accueillir les non-adhérents en disant bienvenue. 2. Ah ben voilà. Mathilde, Raphaël, Franck, donc. Ouais, bien. Eh bien, 3. Bienvenue. Bienvenue dans la FQP Aura. Et vous enlevez vos petites mains et qui n'est pas consultant et donc salarié dans sa structure, soit des fonctions support, soit sur des postes de management d'équipe. Mathilde, Yolande, Charlène, ça fait 4. 4 sur 5, un peu la moitié. Donc les autres, Karen, bonjour Karen. Toi, tu es aussi en poste, j'imagine encore, dans ta structure, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, à peu près la moitié, les autres sont plutôt consultants. OK. Voilà, et puis dernière information, vous enlevez les petites mains, vous allez utiliser peut-être le chat, comme ça je le verrai à côté, discussion. Sur une échelle de 1 à 4, 1, je ne connais pas du tout la TOB, je découvre. 2, j'ai entendu vaguement parler de quelques concepts. 3, je connais un peu, mais voilà, pas plus, mais je sais de quoi il s'agit. Et 4, je connais et j'utilise éventuellement. 1, 2, 3, 2. OK. Il y en a quand même qui connaissent. Plutôt, ouais. D'accord. OK. Bien. Bon.
Donc, chacun vient peut-être avec ses propres questions. Encore une fois, sans faire le tour de table complet, je vais présenter. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Voilà, je vais vous présenter la TOB avec un support très pratique qu'on appelle tableau de Fox. Je vous dirai d'où ça vient. Pendant cette présentation, n'hésitez pas à m'interrompre pour éclairer ou même illustrer pour voir s'il y a bien une correspondance entre ce que je vais montrer et puis les éléments que vous pouvez apporter. Tout ça dans le respect évidemment de chacun, de la structure dont on va parler, dans la confidentialité aussi. On n'a pas besoin de répéter, ou on rend anonyme les situations qu'on veut évoquer. Voilà. Je présenterai, vous pouvez intervenir à tout moment, soit pour éclairer avec une question, soit pour illustrer et vérifier qu'on a bien compris. Et puis, j'essaie de garder le timing pour qu'on ait 5 à 10 minutes avant 10 heures pour échanger aussi. Voilà. Tout le monde voit mon support, il a avancé d'un cran avec mon nom. OK, eh ben, c'est parti. Donc, me concernant, moi, je suis issu de la technique. J'ai passé 7 ans de bureau d'études en électronique, dans le monde du ferroviaire d'abord et en instrumentation de mesure industrielle. Et puis ensuite, une quinzaine d'années en posture de management, déjà dans l'électronique, puis ensuite dans le domaine du câble chauffant, et en France et en Angleterre, où j'intervenais aussi régulièrement entre 2000 et 2005. Avec la chance d'avoir connu des positions de manager d'équipe opérationnelle, et aussi en posture purement transversale et seule sans équipe, et en dirigeant une équipe de transversale support qualité. Voilà, et en 2006, j'ai voulu sauter le pas et vivre une autre aventure à partir du moment où j'avais envie de transmettre et d'accompagner. J'ai créé ma structure Calivi avec un bagage, voilà, dans mes valises, l'analyse transactionnelle qui était là avec moi depuis le milieu des années 90. C'est de là que vient la théorie organisationnelle de Berne, de ce corpus théorique analyse transactionnelle, j'en parlerai après. Avec aussi dans mes bagages une qualification IRCA d'auditeur ISO 9001. En 2006, le référentiel ferroviaire sortait, il s'appelle IRIS, il s'appelle aujourd'hui ISO TS 2263. J'ai eu cette qualification dès sa sortie. Voilà, le ferroviaire m'a rattrapé en fin de carrière. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir la confiance d'organismes de certification comme TÜV Rheinland et puis Bureau Veritas, et qui m'ont formé aux outils d'évaluation de RSE, CAP 26000, TÜV. Et enfin, en 2006, quand je suis devenu indépendant, j'ai adhéré au Mouvement français de la qualité, qui est devenu maintenant AFQP Aura, pour faire partie d'équipes d'évaluateurs de prix qualité régionaux. Et voilà, donc j'ai participé à 5 évaluations, dont la dernière, dont ton entreprise, Valérie, à l'époque. Voilà, et je me suis qualifié assesseur EFQM avec la dernière version 2020. Voilà tout mon bagage. Joie est un petit peu une petite saveur pour moi, et je suis né 3 jours avant l'indépendance de Madagascar, à Fianarantsoa, sur le haut plateau de l'île Rouge malgache, et donc vous connaissez ma date de naissance et donc mon âge. J'en dirai pas plus. Allez voir l'histoire de Madagascar. Alors, ouais, puisqu'on est assez nombreux, utilisez le chat à nouveau pour juste pointer quelques pistes sur si vous pensez à une réussite dans un projet, dans une équipe, dans une structure, des choses dont vous êtes fiers ou des choses que vous observez et qui marchent super bien. Selon vous, quels sont les leviers de cette réussite à laquelle vous pensez? Donc, on est dans le positif. C'est bien pour commencer la journée. Voilà, il faut que j'ouvre une discussion. La coopération entre les membres, le travail collaboratif, donc faire ensemble, participatif. Ah oui, beaucoup de, voilà, de collectifs là. Un objectif clair, ok, la communication, le travail d'équipe, des chantiers concrets qui mobilisent sûrement,
travail d'équipe, l'engagement de l'équipe, ouais, la confiance, le travail collaboratif. OK. Un individu bien pour un groupe bien. OK. Très bien. Bon. Ouais. Il n'y a pas donc beaucoup autour de l'équipe, moins ou pas du tout autour du leader. On verra les leviers côté leadership. OK. On va avancer d'un disponibilité de ressources nécessaires, oui. On va avancer d'un cran. En revanche, si vous pensez à une difficulté, un échec, voilà, ça vous est arrivé, vous avez pu observer peut-être, selon vous, à quoi vous pouvez attribuer ces difficultés ou cet échec? Absence de sens, ouais. Manque de communication, des livrables mal définis. Ouais, ces livrables mal définis, ça serait peut-être un objectif mal défini. Manque de soutien du sponsor ou de la direction. On sent qu'il y a des équipes qui sont en fonction support, sans doute. Non-formalisation de l'objectif pour être sûr que tous avons le même. L'ego. Le non-partage de projet, la mésentente relationnelle. Ouais. OK. La disponibilité des équipiers projets. Ouais. Intérêts différents. Ouais. Il y a des divergences d'intérêts. Entreprise à direction pas assez motrice. Ego mal placé. Mission trop serrée, manque de moyens, manque de personnes dédiées au projet, ouais, les ressources. OK. D'accord. Bon, on va s'arrêter là. Sauf s'il y a une dernière idée originale. OK, donc on va exploiter ça et on va peut-être reboucler ça tout à l'heure. Je vais avancer dans la présentation de la TOB et ce que vous avez dit peut être intéressant de le resituer dans ce que je vais présenter. D'où vient la théorie organisationnelle de Berne? Elle vient d'Éric Berne. Elle ne vient pas de la ville suisse qui s'appelle Berne. Éric Berne était un médecin psychiatre, né en 1910, mort en Californie en 1970. C'est lui qui a créé ce corpus théorique qu'on appelle analyse transactionnelle, qui est avant tout une théorie de la personnalité et de la communication entre les personnes, et qui s'inscrit dans un courant des psychologies dites humanistes, dans ce carrefour californien si riche à l'époque. Vous connaissez tous la pyramide de Maslow, Carl Rogers, Gregory Bateson, qui est à l'origine de la systémie avec l'école de Palo Alto, Fritz Perls, la Gestalt, etc. Pour l'analyse transactionnelle, des concepts de base dont peut-être certains ont entendu parler, les états du moi, chacun est constitué d'un état du moi, parent, adulte, enfant, d'où les ronds qui se superposent à droite. Et les transactions, c'est ce qui se passe dans les communications à l'autre, entre mes différents états du moi pour adresser les états du moi de l'autre qui va me répondre avec ses propres états du moi. Donc, c'est un ensemble de transactions au cours desquelles on peut s'échanger des signes de reconnaissance, négatifs, positifs, peut-être jouer des jeux psychologiques, avoir des méconnaissances, des comportements de passivité, des scénarios de vie. Voilà, différents concepts dans les relations humaines. Et un pan important de l'analyse transactionnelle chez Éric Berne, c'est le domaine de l'organisation. Et dans tous les cas, les fondements philosophiques et d'intervention chez Éric Berne, et donc dans l'analyse transactionnelle, qui est la culture de l'analyse transactionnelle, c'est d'une part l'acceptation inconditionnelle de soi et des autres. Voilà, c'est ce courant de psychologie dite humaniste qui porte ces valeurs-là. Voilà, on est tous dignes de vivre et d'être respectés. Un autre aspect, c'est la responsabilité de ses choix et de ses actes, même si parfois on a des comportements un peu archaïques, parfois préconscients, inconscients, répétitifs et négatifs.
c'est quand même qu'on porte le choix de ces actes, sauf maladie psychiatrique. Voilà. Et puis le troisième aspect, on est en capacité de conscience, de réactivité, d'authenticité, et donc la bonne nouvelle, de changement de nos comportements qui ne pourraient pas être adaptés aujourd'hui. Voilà, donc ce sont des méthodes d'intervention en analyse transactionnelle qui sont très contractuelles, avec une communication directe. Voilà, on essaie d'écarter tout enjeu et d'avoir une relation saine. 4 champs d'application, la psychothérapie essentiellement, le conseil, la guidance dans le domaine social, l'éducation, et puis surtout l'organisation qui va nous intéresser. Et c'est ce champ-là qui m'a intéressé quand j'ai découvert l'analyse transactionnelle dans les années 90. Ouvrage de référence. Le premier, la référence, c'est évidemment le bouquin d'Eric Berne qui s'appelle « Structure et dynamique des organisations et des groupes ». Il y a eu une première édition en français en 2005. Il existe depuis longtemps, ce bouquin, en 1963, mais il n'était pas disponible en français jusqu'en 2005. Et il y a eu une deuxième édition qui est sortie en 2020 par les éditions Norpa sous le titre. Alors, le titre a changé, c'est dommage de ne pas avoir gardé l'origine, l'analyse transactionnelle pour les groupes et les organisations. En première lecture, en ne connaissant pas l'analyse transactionnelle, je ne vous conseille pas forcément un bouquin comme celui-là, qui est un peu épais, très dense, très érudit. Je vous orienterai plutôt sur le bouquin de François Vergonjal, qui est sorti en 2010, avec une troisième édition parue en 2021, qui s'appelle « Coacher, groupe et organisation », avec la théorie organisation de Berne. Celui-là est pratique et sans doute beaucoup plus abordable que celui de structure et dynamique d'Eric Berne. Voilà pour les références. Alors, important de distinguer ce qu'est la théorie organisationnelle de Berne d'abord, et puis ce que n'est pas la TOB. Ce que n'est pas la TOB, c'est un modèle d'organisation comme peut le proposer ISO 9001, par exemple. Vous mettez en œuvre ça, vous êtes certifié avec, c'est un modèle d'organisation au service de la satisfaction des clients ou des parties prenantes. Ça n'est pas non plus un ensemble de bonnes pratiques comme on peut le lire dans le FQM, pour ceux qui connaissent le FQM. Et c'est en tout cas pas une nouvelle mode de management qui sortirait d'un chapeau d'un magicien. C'est avant tout une grille de lecture du fonctionnement et de nos relations humaines dans les groupes et les organisations. Donc c'est important de se dire ça, c'est une grille de lecture, c'est une grille de compréhension. Et elle est tirée d'observations scientifiques d'Eric Berne. Il dit dans son bouquin qu'il a vécu 5000 expériences sur 19 années dans divers groupes, hôpitaux, armées, services publics et autres, et groupes de thérapie dans lesquels il observe les fonctionnements de ces groupes. Et puis, il s'est intéressé à une large bibliographie très érudite qu'il étudie. Et depuis très longtemps, on a écrit sur le fonctionnement des relations humaines dans des groupes. Voilà, en bref, c'est un ensemble d'outils pour comprendre comment fonctionne un groupe. Et donc, si on comprend ce qui se passe, les phénomènes systémiques dans le groupe, on peut identifier des leviers d'amélioration. C'est ce que j'ai envie de vous faire découvrir. Et puis, on a la chance, quelques années après que Eric Berne ait sorti son bouquin très dense, très difficile à intégrer, on a eu la chance d'avoir un certain Elliot Fox, de cette mouvance analyse transactionnelle aussi, qui a écrit un article dans lequel il a synthétisé cette TOB très riche en un tableau. Alors certes, il est plat, il est en 2D seulement, il n'est pas en 3D, alors que la dynamique de groupe est plutôt en 3D, voire en 4D. Mais ça permet d'appréhender et d'aborder des concepts plus facilement au démarrage. Donc ce tableau, il est d'abord constitué d'un gros trait noir qu'on appelle la frontière externe. C'est ce qui sépare les membres du groupe de ceux qui ne sont pas membres du groupe. Et donc, il y a des critères autour de ça qu'on peut définir. S'il n'existe pas de critères, s'il y a une grosse porosité, on peut se poser même la question de l'existence du groupe constitué, quoi. Voilà, ce groupe existe parce qu'il a des réponses à apporter à son écosystème, on dirait, avec le FQM, à son environnement. Et l'environnement peut avoir des pressions sur ce groupe-là, sur sa frontière, c'est la petite flèche bleue. Le groupe,
Je répète, hein, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des éclairages ou des illustrations qui pourraient faire comprendre que je vais expliquer là. Le groupe est constitué de 3 éléments importants. D'abord, le travail du groupe. On verra de quoi est constitué ce travail. L'énergie associée pour répondre à l'environnement ou pour faire face à l'environnement sur ces pressions. Deuxième élément essentiel, c'est l'ensemble des membres du groupe. Et ô combien vous avez dit tout à l'heure que dans les réussites, la confiance des membres qui s'entendent bien, la coopération est importante. Ça se passe dans cette colonne-là. Et puis une troisième colonne que Berne appelle autorité du groupe, avec 2 sous-colonnes, leadership d'une part, et puis les normes du groupe. Voilà, dans son fonctionnement. Donc ces 2 éléments-là constituent l'autorité du groupe. Le travail du groupe, il est composé de 2 choses. La première chose, c'est l'ensemble des activités. Pour ceux qui connaissent ISO 9001, les processus au sens d'ISO 9001, on va les retrouver là-dedans. C'est les activités, les process, toute l'énergie qu'on va mettre pour apporter une réponse à une attente de parties prenantes externes au groupe, voire internes au groupe. Les membres du groupe qui s'activent dans cette énergie du travail de groupe ont une représentation de ce qu'est ou ce que devraient être les groupes pour répondre à ses propres besoins. On a tous des soifs, comme disait Eric Berne, soif de structure qui est sécurisante. On a besoin psychologique de stimulation qui permet d'apporter une influence au groupe, d'exister aussi, d'avoir sa place dans le groupe. On a des besoins fondamentaux de reconnaissance, même négatifs. Il n'y a rien de pire que l'isolement. Et on se sent plus appartenir au groupe avec ces reconnaissances. Voilà. Donc, soit de structure, de stimulation, de reconnaissance, on arrive avec tout ça, nous, chacun de nous, avec ses besoins psychologiques plus ou moins prononcés, et on imagine le groupe avec notre place et la réponse à ces besoins psychologiques. C'est ce qu'on appelle l'imago, cette représentation mentale de ce qu'on pourrait, et psychologique, de notre place dans le groupe. Mais je rentre dans le groupe, et vous avez tous fait l'expérience, sans doute, un jour, de rentrer dans un nouveau groupe, dans une nouvelle équipe sportive, et de devoir adapter cette représentation que vous aviez fantasmée de votre présence dans ce groupe. Et il faut ajuster sa représentation parce que le groupe n'est pas ce que vous attendiez. Ça s'appelle l'ajustement de l'imago. Ça se passe dans la tête, c'est inconscient, ça ne se voit pas toujours. Et il y a 4 phases. La première phase, je me pose la question de qui est le leader. Donc, colonne leadership. Qui est le leader? Comment je serai évalué? Quels sont les critères qui permettent de m'évaluer? Voilà, besoin de signes de reconnaissance aussi. Et puis, quand j'ai la réponse, je vais me poser la question suivante, qui est comment ça marche? Qui est qui d'abord? Voilà, c'est un peu ce que je vous ai fait faire tout à l'heure, qui n'est pas adhérent, qui est salarié dans sa structure, etc. Qui est qui? Et ça crée des groupes d'affinités. Et puis surtout, comment ça marche? Donc, colonne canon, les normes du groupe, les règles, voilà, culture. Et quand j'ai répondu à cette question, je commence à me faire ma place et donc je me pose la question de qui fait quoi et moi, j'ai quel rôle, comment je peux m'inscrire et je joue des coudes éventuellement pour asseoir ma place, toujours avec cet objectif inconscient de répondre à mes besoins psychologiques, préconscients, conscients, etc. Quand j'ai dépassé ça, je suis à ce niveau secondaire, Eric Berne appelle ça ajustement de l'imago, au niveau secondaire, basé sur la confiance et qui permet d'obtenir la coopération authentique, la confiance profonde, que Berne appelle intimité, et donc l'appartenance de l'ensemble des membres. Et vous voyez que tant que je me pose toutes ces questions, je me mets en relation avec les uns et les autres, je ne me suis pas pleinement engagé dans l'activité et je suis dans des processus relationnels, donc ce n'est plus le mot processus dans le sens ISO 9001, hein, dans les processus relationnels qui permettent d'ajuster cette représentation de ma place dans le groupe. Et donc, quand je suis dans des processus relationnels qui vont
avoir deux objets, faire face à des pressions de l'environnement d'une part, s'il y a une bonne cohésion du groupe, et d'autre part, ajuster les places de chacun, ajuster les questions autour de sa place, et qui sont des processus de régulation des membres. Voilà. Donc, quand je suis dans des processus, je ne suis pas dans l'activité. Et quand je suis dans l'activité, je ne suis pas dans les processus. Donc, plus j'ai des tensions dans la structure, plus il y a de gens qui se posent des questions sur qui fait quoi, ou comment ça marche, voire quand il n'y a pas de leader, ou quand le leader est absent, j'ai des processus relationnels qui annihilent toute activité, et donc l'efficience est perdue de ce point de vue-là. Bien, tout est clair jusqu'à présent? Ça roule? On a besoin de fonctions de leadership justement pour réguler, donner un sens aux activités, vous avez dit ça tout à l'heure, permettre que cet ajustement soit permanent pour chaque membre, pour qu'on puisse le plus possible être dans l'appartenance, la coopération, parce que plus on est dans la coopération, moins on se pose de questions sur comment ça marche, et plus on a de cohésion forte pour agir dans l'efficience dans les activités ou pour faire face à des pressions de l'environnement. Et donc, les fonctions de leadership, la première, c'est la fonction de leader responsable. Le leader responsable, c'est celui qu'on voit dans l'organigramme. Il a la légitimité parce qu'il a ce poste-là reconnu et il est redevable vis-à-vis de l'extérieur. Quand il y a un accident grave dans l'entreprise, c'est lui qui sera devant la justice. Quand il y a moins de sous et cessation de paiement, c'est lui qui sera aussi en première ligne. Bref, c'est quelqu'un qui a à rendre des comptes à une autorité supérieure dans le groupe. Le leader effectif, c'est celui qui identifie des éléments clés stratégiques dans l'environnement et qui a la capacité de faire évoluer et d'adapter la structure sans avoir à demander une autorisation quelque part pour faire évoluer la structure, pour faire face à des éléments clés stratégiques. Et le leader psychologique, c'est celui à qui les membres identifient des pouvoirs. Voilà, quand on dit de quelqu'un qu'il a beaucoup de charisme, quand on va chercher cette personne parce qu'on a des problèmes relationnels. Voilà, on va trouver le leader effectif si on a des problèmes techniques, inédits, métiers. On va aller chercher le leader psychologique quand on a des problèmes relationnels. Si je fais une référence au village gaulois, vous connaissez tous le village gaulois d'Astérix. Selon vous, qui est le responsable, le leader responsable tel que je l'ai décrit? Quelqu'un peut le proposer? Celui qu'on met sur le bouclier, qui est porté à l'entrée du village, parce que les Romains ont toqué à la porte et on en a peur un peu, et donc on le met en premier, quoi. Vous voyez qui c'est? Vous répondez peut-être par la discussion, je ne sais pas, je n'ai pas vu. Hop. Oui, non, pas Assurance Tourelle, à Bras-Raccourcix. Il s'appelle à Bras-Raccourcix, c'est le chef du village, c'est le chef nommé, quoi. Il a sa place sur le bouclier. Voilà. Le leader effectif, le petit malin qui identifie tout ce qui est même des signaux faibles dans son environnement, en dehors du village, et qui va alerter le village pour faire face. Oui, c'est Astérix. Et puis, le leader psychologique. Voilà, tout le village se tape un coup de poisson pourri sur la tête, et puis dès qu'il sort de... Non, pas le barde, le druide. Comment il s'appelle, le druide Panoramix, oui. Voilà. Voilà, c'est celui qu'on va aller chercher. Enfin, c'est celui autour duquel on se rassemble. Il suffit qu'il sorte Panoramix de sa hutte avec la potion magique et tout le monde est rassemblé autour. On laisse tomber ces poissons pourris avec lesquels on se battait et puis on va tous prendre la potion magique. Donc, il a un peu de pouvoir magique reconnu par l'ensemble des membres. Voilà, donc leader responsable, on va le voir dans l'organigramme. Leader effectif, c'est plutôt un membre du groupe qui a des compétences techniques reconnues. Et leader psychologique, c'est quelqu'un qui a la place dans l'imago, dans la représentation du groupe, dans la tête de chacun, avec ce pouvoir-là de réunir et de rassembler. Voilà.
si c'est une même personne qui porte ces 3 fonctions de leadership, c'est un leader plutôt puissant, sain et qui saura agir sur la structure. Ceci dit, avec mes collègues certifiés TOB, on réfléchit au leadership partagé. Si une équipe de direction porte un, le leadership responsable, l'autre, l'effectif, et encore un troisième psychologique, est-ce que ça peut marcher? Voilà. Quelles sont les conditions pour que ça marche? En tout cas, Baird nous dit que ces 3 fonctions de leadership portées par une même personne, le leader est puissant. Et puis, il y a les leaders actuels et puis les leaders historiques. Dans les historiques, peut-être que certains ont marqué fortement de leur empreinte la vie du groupe. Et si des membres du groupe se réfèrent à ce leader historique en se disant, s'il était là, voilà ce qu'il aurait fait, quand vous entendez ça dans vos structures, vous dites peut-être que la place actuelle du leader actuel n'est pas encore bien positionnée, les gens se réfèrent encore à l'historique. Donc voilà les aspects fonctions de leadership qui sont importantes à identifier, notamment le leadership psychologique, voilà, porté par une personne qui doit avoir des compétences dans les relations humaines et capable de faire en sorte que l'ajustement de l'imago progresse vers l'appartenance, la coopération, la confiance. Il faut que je fasse avancer mon truc, quoi. Voilà. Sur la colonne canon, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve la dénomination du groupe. Vous connaissez peut-être, voilà, je vois cap sur le cosmos. On va faire un grand voyage avec Raphaël, j'ai l'impression, si on est accompagné par elle. Ma société s'appelle Calivi, il y a un sens là-dedans. Je voulais apporter de la vie au système de management de qualité en général. Voilà, une dénomination qui propose derrière une raison d'être, dirait le FQM, de la structure, avec des objectifs qui peuvent être de survie, c'est-à-dire quantitatifs. J'ai besoin de combien de chiffre d'affaires ou de combien de ventes pour pouvoir assurer la survie de ma structure, qui peuvent être des objectifs qualité, c'est-à-dire comment mon activité répond aux besoins de l'environnement, qui peuvent être aussi des objectifs de contribution à la société en général, et puis enfin des objectifs d'identité, comment je veux faire reconnaître ma structure, comment je veux porter quelle image auprès de l'environnement dans ma structure. Voilà, tout ça, c'est les objectifs et qui sont, entre dénominations objectifs, porteurs de sens pour les membres du groupe. Donc, il faut attacher de l'importance à ces éléments-là. La constitution est faite de règles aussi, les règles de fonctionnement, comment je régule le fonctionnement de mes groupes, comment je définis système de réunion périodique, par exemple, comment j'établis des règles de travail, et puis enfin les procédures d'amendement des règles, comment je fais évoluer les règles. En France, la Constitution, si on veut changer la Constitution, les procédures d'amendement des règles, c'est tout le monde à Versailles, Sénat et députés, et on vote aux 2/3 pour une évolution de la Constitution. Voilà une procédure d'amendement de la Constitution. La structure, elle est d'une part organisationnelle dans le canon. Donc, organisationnelle, c'est là qu'on trouve les organigrammes, les fonctions, qui fait quoi. C'est aussi dans la structure organisationnelle qu'on peut identifier le leader responsable. Et puis, on a la structure individuelle, ça, c'est chaque membre. Donc, chaque membre est porteur de compétences, porteur aussi d'une image qu'il veut donner aux autres, qu'on va appeler la persona. Et donc, la structure publique, c'est la structure qui se voit, l'organisation et l'individu, contrairement à la structure privée qui se passe dans la tête de chacun. Il y a aussi un élément important qui régit le fonctionnement du groupe, dont on parle peut-être assez peu, quoique de plus en plus avec les valeurs. C'est la culture du groupe qui est composée de 3 dimensions. La culture technique, c'est l'ensemble des dispositions matérielles et de compétences partagées qui font globalement la culture technique de l'entreprise. Et il y a une flèche rouge qui relie l'objectif, les activités, la réponse à l'environnement, qui s'appelle le circuit de production du groupe. La cohérence de la structure se joue en partie là. J'ai un souvenir des débuts des années 90 quand je rejoins une petite structure qui fait du matériel de mesure industrielle.
la culture technique est très ancienne de cette entreprise, c'était l'électronique analogique. Franck, je crois que vous connaissez l'électronique un petit peu. L'électronique analogique, or, début des années 90, les microprocesseurs, les microcontrôleurs arrivés sur le marché, programmation électronique à intégrer dans les équipements de mesure, l'entreprise devenait en décalage important et stratégiquement préjudiciable entre une culture technique électronique analogique, alors qu'on allait vers l'environnement qui demandait de l'électronique numérique, et donc disposer d'appareils de mesure qui puissent dire papa, maman, qui puissent se programmer sur plusieurs types de mesures, alors qu'on était loin de ces équipements-là. Donc, vous voyez comment se jouent des éléments de culture technique par rapport aux objectifs et l'activité. Le code social, que Eric Berne appelle étiquette, comment chaque membre est reconnu, est accepté par chaque autre membre, voilà, au travers d'un code social et à travers une étiquette. On peut y retrouver les valeurs, mais on peut y retrouver quelques mythes ancestraux de l'entreprise qui sont encore là, portés par les leaders historiques. Voilà. Et puis, écart toléré, c'est le caractère, Eric Berne appelle ça le caractère, c'est un peu la soupape, c'est l'écart au code social qui est toléré dans le groupe. Voilà, quelqu'un qui est un peu original, mais bon, on accepte son originalité, et puis finalement, ça peut faire donner un peu de créativité, mais pas trop, parce que si l'écart est trop grand, il y a un rejet, parce que la personne ne correspond pas à l'étiquette de l'ensemble du groupe. Voilà la constitution de la culture. Pour un leader, il est important de se poser des questions sur la culture, l'adaptation de la culture technique, de l'étiquette par rapport aux attentes, à la vie du groupe et aux attentes de l'environnement. Enfin, les fonctions d'appareil. Fonctions d'appareil, c'est des fonctions support dont a besoin le leader. Le leader ne peut pas forcément tout faire. Le rôle du leader responsable, c'est d'être dans son environnement, de comprendre les éléments stratégiques, de les identifier. Voilà. Et donc, pendant ce temps, ce leader peut déléguer un certain nombre de fonctions, d'où les fonctions support dans les entreprises RH et nos fonctions QSE, bien connues, RSE. Voilà, des fonctions qui protègent les frontières, des fonctions qui viennent chercher de l'information dans l'environnement et qui vont informer le leader de ce qui se passe, par exemple les fonctions marketing. Voilà, une personne qui est à l'accueil et qui va accueillir chaque jour des personnes qui veulent rentrer dans l'entreprise, c'est typiquement une fonction d'appareil aussi, une fonction support financière. Voilà, donc il y a besoin d'une part que le leader reconnaisse cette fonction-là, d'autre part, que tout le monde puisse comprendre ces fonctions-là, sans que ces fonctions pompent trop d'énergie à l'ensemble des membres dans les activités, par exemple en demandant des reportings très lourds. Les fonctions d'appareil seraient un peu rejetées dans la structure dans ce cas-là. Il y a une flèche bleue qu'on appelle circuit de régulation du groupe. Ces fonctions que les leaders peuvent porter eux-mêmes. Hein. Voilà, ce n'est pas toujours forcément délégué. Ces fonctions permettent de déclencher des processus de régulation quand il y en a besoin. Voilà, des processus de réponse à l'environnement qui permettent ensuite de réguler, transformer, modifier des règles, modifier la structure organisationnelle, adapter la structure face à des nouveaux enjeux. Donc, les circuits bleus est tout aussi important que le circuit rouge dans la cohérence de structure et puis dans la recherche de coopération permanente, d'ajustement de la représentation de chacun. Je crois que... Non, je n'ai pas fini. Voilà. Donc là, la colonne leadership, c'est un peu la colonne qui porte la sécurité pour les membres. Voilà, un leadership bien positionné, dont on puisse disposer de leadership, de fonctions responsables, effectives, psychologiques, portées par une même personne. Voilà, ça apporte de la sécurité aux membres
Et donc, à ceux qui intègrent le groupe et qui se posent la question qui est le leader, si la réponse est rapide et bien structurée, ça apportera à ce nouveau membre de la sécurité. La deuxième colonne est porteur de sens. La raison d'être au travers de la dénomination, les objectifs, les orientations, le sens, les règles, comment ça fonctionne, ça stabilise aussi, et ça donne du sens à l'ensemble des relations et de ce qui nous réunit ensemble, y compris dans les aspects de la culture et dans le qui fait quoi. Donc c'est important de s'intéresser à ces aspects-là. La colonne suivante, c'est la place de chaque membre, comment chaque membre est reconnu. On a tous besoin de signes de reconnaissance. Comment chaque membre appartient à la structure, identifie la structure et donc dispose de sa place reconnue. Et puis, la dernière colonne porte les liens qui nous réunissent pour agir dans les activités ou les liens dans les processus relationnels sains qui permettent de réguler de façon saine, sans jeu psychologique, en ayant confiance les uns envers les autres. Voilà ce qu'a pu synthétiser Elliott Fox dans ce tableau nous présentant la TOB. Quelle heure il est? Je vais parcourir très vite des 5, je les appelle leviers majeurs, on appelle dans notre jargon TOB les 5 messages clés de Gilles Pellerin. Gilles Pellerin était quelqu'un qui a introduit la TOB en France, avec qui a formé tous les coachs et tous les consultants aujourd'hui qui connaissent la TOB. J'ai été formé par lui, il est parti à la retraite maintenant. Et au moment de la création de la première certification, je fais partie de la promo 1 de la certification TOB, il a participé à la création de cette certification, il était dans le jury, et il a écrit, pour synthétiser la TOB, 5 messages que je vous livre. Le premier, c'est le leader responsable surveille en permanence son environnement. C'est lui, le leader responsable, avec sa légitimité, et c'est le métier d'aller voir ce qui se passe dans l'environnement pour identifier les éléments impactant sa structure. Le deuxième message, c'est le leader effectif. C'est celui qui est capable d'identifier les éléments clés stratégiques qui vont fortement impacter, on parle de risques, opportunités dans ISO 9001, qui vont impacter à un instant T la survie ou la pérennité de sa structure, et donc qui sait aussi adapter son entité à cet élément clé stratégique. Donc, grande force posée par cette fonction de leadership effectif, capable de hiérarchiser les éléments clés stratégiques et d'adapter la structure. Le leader responsable, lui, il a la légitimité pour organiser et donc négocier et décider de l'organisation en pilotant la rencontre entre le pourquoi, c'est-à-dire le sens, la vision, toute l'énergie portée, qu'on appelle énergie planifiée, qui donne des orientations et donc qui dit à son groupe, à son équipe, comment vous pourrez vous adapter face à ce sens, comment on pourrait s'organiser. Et donc, l'énergie émergente des collaborateurs, des membres du groupe qui peuvent exprimer au leader responsable le comment il voit les choses et donc, en fin de compte, le responsable qui va négocier. Donc ça, c'est un message clé aussi important. Avoir l'émergence des membres dans les décisions et une décision prise par un leader responsable à partir du sens de la vision et des orientations planifiées. Quatrième, la coopération, la confiance. Vous l'aurez compris au début de ma présentation du tableau de Fox, cette confiance authentique et cette coopération est essentielle pour la performance de la structure. Vos messages tout à l'heure étaient beaucoup centrés sur cet aspect-là. Et donc, ajuster l'imago, c'est-à-dire la représentation de chaque membre, jusqu'à un niveau secondaire, nous dit Berne, est une nécessité pour être dans l'efficience. Et donc, pouvoir répondre à chaque membre qui se pose des questions sur comment ça marche, qui fait quoi, et voilà, ajuster en permanence. Et puis, le cinquième message qui est le leader reconnaît le rôle de l'appareil et le valorise. Normal, le leader confie une de ses fonctions essentielles à des personnes qui vont jouer ce rôle d'appareil, c'est-à-dire de cohésion du groupe,
appareil, on appelle ça appareil policier, d'une part, faire respecter les règles, l'appareil idéologique en interne pour faire passer des messages sur les valeurs, sur ce qu'il y a à faire ensemble, l'appareil offensif ou qui va chercher des informations dans l'environnement, comme peut le faire le marketing par exemple, etc., etc. Donc toutes ces fonctions support sont importantes. Comme elles ne sont pas dans la valeur, la chaîne de valeur, les activités qui apportent de la valeur, c'est des fonctions qui sont parfois sous-estimées et pas assez valorisées. Le leader a le devoir de reconnaître cette fonction-là, support, pour le valoriser auprès des membres. Voilà, je vous ai tout dit. Quelle heure il est? Oui, je vais donner encore 2 minutes. Je fais très, très vite là. Pour ceux qui connaissent par cœur ISO 9001, je fais des rapprochements avec ISO 9001. Dans l'environnement, les 2 premiers chapitres qui portent sur les enjeux, les parties prenantes et leurs besoins et leurs attentes, 4.1, 4.2, vous voyez apparaître dans l'environnement. On pourrait trouver des aspects de l'ISO 9001 là. La frontière, le gros trait noir qui marque la frontière externe du groupe, c'est un peu le 4.3, c'est-à-dire quel est le domaine d'application, sur quoi s'applique mon organisation. Donc, quand j'analyse avec le tableau de Fox et donc avec la TOB un groupe, j'ai besoin en premier lieu d'identifier de quoi je parle en termes de groupe, qui est le leader, quelle est la structure de ce groupe. Les différents 5 qui viennent de s'afficher, 5.1, la responsabilité et l'engagement de la direction, le 5.2, qui est la politique. Voilà, ce n'est pas tout à fait dénomination et objectif, mais ça donne un peu de sens et un cadre dans le fonctionnement. Le 5.3, qui sont les rôles, qui fait quoi. Le 6, les objectifs, les actions, la planification, les objectifs, les actions pour atteindre les objectifs. Le 7, on est un petit peu autour de la culture technique, hein, c'est les supports, de quoi j'ai besoin pour que ça fonctionne, les compétences, l'effectif, voilà. Un petit peu en lien avec la culture technique, mais il y a plus que ça dans la culture technique, notamment avec le trait rouge, avec la TOB. Le 7.3, 7.4, communication, sensibilisation, donc ça, c'est des fonctions sans doute qui sont portées par des fonctions d'appareil. Le 7.2, les compétences dans la structure individuelle. Le 8, toutes les activités opérationnelles. Le 4.4, c'est l'approche processus, le système de management. Donc, c'est au-delà de l'activité, mais comment j'organise toutes mes activités au travers de processus, process in English, qui ne sont pas les processus relationnels, mais bien les activités dans l'ISO 9001. Et puis 9 et 10, qui sont les aspects de régulation. Je vais évaluer, oui, évaluer les résultats, identifier les résultats, faire une analyse et pouvoir améliorer ma structure. C'est un peu les processus de régulation de l'ISO 9001. Et vous voyez qu'il n'y a pas d'autre chose, donc toute la partie ajustement de l'imago, culture, aspect de la culture, voilà, le bas du tableau et pas forcément prise en compte dans l'ISO 9001. Avec l'ISO 9001, on est centré sur la cohérence de l'ensemble de la structure, donc le circuit rouge. Voilà, on a des aspects très tangibles avec des objectifs, les activités, mais les aspects qui se voient moins, la culture, l'ajustement de la représentation, de la place de chacun, se voit beaucoup moins. Et pourtant, c'est de cette énergie-là dont on a besoin qu'elle soit régulée pour être dans l'efficience. Voilà, j'ai fini ma présentation. Ben voilà, ça fait 10 minutes qu'on peut encore échanger, recueillir vos impressions et au travers de 2 questions. Avec cette présentation-là, pour ceux qui ne connaissaient pas du tout, avez-vous découvert un nouveau levier peut-être? S'il y en avait un, je serais déjà très content. Et avec ce nouveau levier, est-ce que vous allez éventuellement l'utiliser? Comment? Ou vous pouvez revenir sur des questions d'éclairage en amont. Vous n'avez pas osé m'interrompre à un moment, mais je peux revenir sur des points à éclairer. Tout le monde a retenu cette question, a découvert quel levier, et donc je vais revenir sur le tableau de Fox, comme ça tout le monde l'a sous les yeux. Je suis à votre disposition, n'hésitez pas.
Une question de Karen dans le chat. Ah, vous avez utilisé le chat. Comme on n'est pas trop nombreux, vous pouvez parler et je serais content de vous entendre. Philippe, comment peut-on approfondir ces notions? Pourrais-tu me redonner les adresses pour formation? Ah, Oui, bonjour Philippe, du coup, si on oui, peut parler. bonjour Karen. J'espère que tu vas bien. Ah oui, Donc, merci déjà, parce que j'étais très contente que tu puisses proposer quelque chose, puisqu'on en avait déjà discuté, et c'est ouais. quand même quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et effectivement, j'avais un peu perdu tout ce que tu m'avais dit il y a quelques temps, donc je suis super, je note. Ouais, comme je suis assez peu commercial, je n'ai pas fini sur ce slide. Tu vois, ouais, c'est ça, mais Et voilà, je effectivement, l'avais prévu. Donc voilà, c'est chez Reflect à Lyon que Gilles Pellerin a beaucoup agi, que Martine Menanti, qui dirige le cabinet, a créé la certification TOB. Et j'ai rejoint cette équipe pédagogique depuis 4-5 ans maintenant, le temps passe vite. On en est à la 9e promo de certification. Ce parcours, il est composé d'abord de 3 jours de théorie. Donc pendant 3 jours, on approfondit tout ce que je viens d'expliquer en à peine 1 heure. Et il faut bien ça. Après, 2 fois 2 jours d'application, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans des applications, chaque membre participant va venir avec des cas et on va décortiquer avec la TOB. Et puis pour ceux qui veulent aller vers la certification, il y a 6 jours, un parcours de 6 jours, 5 jours d'intégration et le jour de l'examen. Voilà. d'accord, Dans très bien. un parcours de pédagogie blanche, on appelle ça pédagogie blanche, c'est-à-dire qu'on accompagne les candidats, on les considère comme des pairs PAIR avec nous et on met un climat qui permet une intégration assez approfondie de tous ces concepts. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et l'examen n'est pas un examen conforme, pas conforme, comme la certification, où t'es pas bon, t'es rejeté, tu redoubles. C'est pas ça l'idée. L'idée est de se dire, soit on est certifié le jour de la certification, soit on est en cours de certification et il y a un travail complémentaire demandé après pour approfondir certains points qui manquent. Voilà. Il y a une autre question, je dois vous laisser. Merci Yolande pour cette présentation instructive qui vient renforcer l'importance très claire et explicite de tout le domaine de soins et l'interaction entre les personnes et les groupes. Merci beaucoup. Questions, illustrations? Un levier que vous auriez découvert, où vous dites ça serait à approfondir vraiment, on n'y pense pas assez. Ouais, moi, j'ai une petite question. Quand il y avait des questions au départ sur aussi le fait que tu as des leaders forts, par exemple une direction qui est pas forcément d'accord avec une partie, par exemple qualité, ce qui arrive quand même régulièrement, ou avec des points transversaux. La difficulté, c'est qu'effectivement, la personne qui est donc qui va mettre en place un groupe, s'il a un leader plus fort dans le groupe qui est contre, ça pose quand même un gros problème. C'est pas facile à réguler, quoi. Oui. Alors, il y a déjà une direction dite responsable, hein, le leadership responsable, c'est-à-dire une direction reconnue de la structure. C'est un des messages de Gilles Pellerin. Les fonctions d'appareil doivent être reconnues, valorisées par le leader responsable, en fait. Hein. Par le fait que, finalement, ces fonctions QSE dont tu parles, hein, c'est de ça, qualité. Oui, c'est ça, parce que des fois, on voit bien, je pense qu'il y avait plusieurs remarques au début de la conférence, quoi. Oui, oui, tout à fait. C'est une fonction que le leader délègue finalement. Et si cette fonction existe dans la structure, c'est qu'elle doit donner quelque chose, apporter quelque chose. Tu vois, elle n'existe pas par hasard, cette fonction. Et donc, un jour, même si le leader n'est pas conscient de ça, il a confié cette fonction à une structure support qui va mettre de l'huile dans les rouages, les circuits bleus. Et donc, son rôle est de supporter forcément cette fonction-là. On le voit bien dans l'évolution 2015 d'ISO 9001. Hein, les premières phrases du chapitre 5.1, c'est le leader assume la responsabilité du système de management.
Et donc, on peut plus se cacher derrière le petit doigt du responsable qualité. Si ça ne marche pas, c'est à cause de lui. Non, c'est le leader qui porte la responsabilité et donc qui doit s'appuyer sur sa fonction pour un objectif donné. Donc, s'il n'est pas au soutien, c'est que l'objectif n'est pas clair ou qu'il ne l'a pas identifié, cet objectif. Il n'a pas conscience de ce que peut apporter une fonction support. En même temps, cette fonction support, elle évolue beaucoup aujourd'hui. Elle est moins dans l'assurance qualité opérationnelle, plus dans les orientations stratégiques apportées par un système de management. Voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question, Oui, Karen. oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'effectivement, On voit en tout cas là, dans les fonctionnements de groupe, tels que l'écrivait Eric Berne dans les années 60, on voit bien dans le fonctionnement du groupe l'importance que le leader doit apporter à la fonction d'appareil. Si la fonction d'appareil n'est pas soutenue, elle ne peut pas assurer son rôle de régulation auprès des autres membres. Puisque la fonction n'est pas reconnue, elle est un peu isolée. Ce qui n'est peut-être pas évident dans les organisations, c'est que le leader, en principe, il sait qu'il est responsable puisqu'il est effectivement sur l'organigramme. Par contre, être en conscience qu'on n'est peut-être pas un leader effectif, voire un leader psychologique, et à partir de ce moment-là, aller s'appuyer sur les bonnes compétences, Oui. c'est peut-être pas non plus très simple Oui. d'accepter qu'on ne soit pas le leader total sur les trois axes. C'est possible. C'est possible qu'il puisse jouer ça dans la tête du leader aussi. Ouais. Souvent, les leaders pensent qu'ils doivent être les trois, même s'ils sont peut-être rares à être sur les trois axes. Ah oui, alors je pensais que tu parlais en termes de compétences du contenu. Là, tu parles de fonction de leadership. Alors, ce que nous dit Oui, sur Eric les trois Berne, fonctions de leadership que, ouais, tu as définies dans le tableau, oui. oui, c'est pas simple d'avoir ces fonctions-là, mais en général, on trouve plutôt leader responsable et effectif ensemble. Par contre, la fonction de leader psychologique est peu développée, pas assez développée. Tu vois, c'est une dimension. Moi, j'ai découvert ça dans les années 90 et j'ai lu un bouquin que j'ai plus dans ma bibliothèque. Je l'ai prêté à quelqu'un. Donc, si quelqu'un l'a chez lui, c'est peut-être le mien, je ne sais pas. C'est un bouquin qui s'appelle Le manager est un psy. Moi, j'étais manager d'une équipe à l'époque. J'avais avalé ce bouquin et j'ai compris pas mal de choses. Donc oui, le manager, manager d'une équipe, le patron d'une entreprise, a presque le devoir, je dirais même le devoir de connaître les fonctionnements psychologiques de la nature humaine dans les groupes. Voilà, tout ce qu'on aborde sur la structure privée, les transactions avec l'analyse transactionnelle, voilà, la systémie. Il devrait avoir un début de l'intelligence émotionnelle. On a eu des groupes de travail au sein de la FQP sur l'intelligence émotionnelle. Voilà, toute cette dimension-là devrait pouvoir être développée dans un leader responsable. Parce que s'il a les dimensions étendues, forcément la légitimité en tant que responsable, forcément la maîtrise du métier avec le leadership effectif, et en même temps cette dimension psychologique, alors il peut assurer une belle cohésion du groupe parce que les gens lui feront confiance. Tu vois ? Voilà. Ceci dit, il peut développer ces trois dimensions et ne pas être complètement connaisseur et expert de QSE, par exemple, ou de la finance, et donc confier ces fonctions support à des personnes. Oui, parfois c'est peut-être un peu difficile de déléguer pour certains, parce que ça lui permet de se concentrer sur son boulot qui est qu'est-ce qui se passe dans l'environnement, où sont les éléments clés stratégiques, qu'est-ce que je dois faire évoluer dans ma structure, comment, pour m'adapter à ce qui change dans l'environnement. OK. Voilà. Eh ben, merci pour cet éclairage. On arrive à 10h01 déjà. Plus de questions, je vais vous donner rendez-vous le mardi 4 juillet sur un thème totalement différent. Ce sera les achats responsables et c'est animé par Anne-Sophie Faucon de la société Air Liquide, donc qui viendra nous parler par expérience. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt sur un prochain événement de la FQP Aura. Merci aux participants et à tout bientôt. Merci Valérie. Au revoir, merci beaucoup. Merci Philippe, merci Valérie, merci à tous les participants.